Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis ou je m'arrête? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, comme tu le vois, donc, il y a assez d'espace pour passer, mais c'est juste. Donc quand c'est juste comme ça, on va faciliter le passage au bus, surtout en agglomération. Donc on ralentit ou si besoin, on s'arrête pour le laisser manœuvrer. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Cette signalisation indique un passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette signalisation que tu vois, ça s'appelle une balise à passage à niveau. Il en existe 3 types. Une balise avec 3 bandes, une balise avec 2 bandes et une autre balise avec une seule bande. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand tu croises une balise de passage à niveau avec 3 bandes, cela voudra dire que tu te trouves à 150 mètres du passage à niveau quand tu es hors agglomération. Si tu vois une balise à 2 bandes, ça veut dire que tu es situé à 100 mètres du passage à niveau. Et si tu vois une balise à une seule bande, alors tu es situé à 50 mètres du passage à niveau. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette signalisation indique un passage à niveau? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. La consommation d'alcool augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, la consommation d'alcool aura, entre autres, pour effet d'augmenter le temps de réaction. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Cette rue est à sens unique. Pour les véhicules motorisés, oui, réponse A. Non, réponse B. Pour les cyclistes, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici on est sur un panneau qu'on appelle panneau de double sens cyclable. Alors, de quoi est composé ce panneau? Tout d'abord, une flèche à droite, d'accord, et une flèche à gauche en sens contraire avec un vélo. Qu'est-ce qu'il veut dire? La grande flèche à droite, elle est réservée aux véhicules motorisés, donc ça indique que cette rue est à sens unique pour les véhicules motorisés et que les vélos ont le droit de circuler en sens contraire, mais également, ils ont aussi le droit de circuler dans le sens des véhicules motorisés.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah en fait, comme le panneau l'indique, c'est un panneau de double sens cyclable. C'est-à-dire que les véhicules, les cyclistes peuvent circuler en double sens dans cette rue, mais pas les véhicules motorisés. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 5. Le camion peut me voir facilement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, vous êtes typiquement dans l'angle mort du camion. Donc il est très peu probable qu'il puisse vous voir. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. La ceinture de sécurité doit être posée à plat sur le corps? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-être. Réponse C, vrillée. Réponse D, détendue. Alors, la ceinture de sécurité doit toujours être posée à plat sur le corps. Donc, épaules, torse, hanche. Elle ne doit pas être vrillée ni détendue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour avertir de ma présence, je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on est dans une intersection qui est régie par, ici, un stop. Donc, dans ce cas-là, je vais être obligé de marquer l'arrêt. Et pas seulement ralentir. Il faut que je marque l'arrêt au stop. Ensuite, est-ce que pour avertir de ma présence, je dois klaxonner? Non, il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. De plus, ici, on voit bien que on est dans une agglomération éclairée. Donc les gens me verront à l'intersection. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 8. Si je circule sans assurance, réponse A, je risque une forte amende. Réponse B, en cas d'accident, les victimes ne sont pas indemnisées. Réponse C, je dois rembourser les indemnités aux victimes en cas d'accident. Alors, déjà, ça c'est sûr, si tu circules sans assurance, tu risques une très forte amende. En cas d'accident, en fait, les victimes vont être indemnisées par le fonds de garantie des assurances. Par contre, toi, tu devras rembourser le fonds de garantie des assurances. Donc tu devras rembourser les indemnités matérielles et corporelles. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je m'arrête.
Alors ici, on est devant un passage piéton qui n'est pas régi par une signalisation lumineuse. Et on a un piéton qui va traverser ce passage piéton. Donc, dans ce cas-là, on s'arrête. On s'arrête. Si on ne s'arrête pas, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Donc, c'est une contravention de 4e classe, 135 € d'amende et 6 points en moins sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Avant d'ouvrir la portière, je vérifie la présence d'usagers sur mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. En vision directe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, avant d'ouvrir ma portière, je vérifie sur mon rétroviseur s'il n'y a personne derrière. Mais, comme vous le savez, on a les angles morts. Donc, je fais également une deuxième vérification en vision directe. À savoir que l'ouverture intempestive de la portière d'un véhicule est sanctionnée par une contravention de première classe et une amende de 11 €. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 11. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça, c'est vraiment une question récurrente et qu'on a souvent vu donc, dans les vidéos YouTube et dans la formation. Pour savoir si on roule sur une route à sens unique, on regarde la ligne de rive à gauche. Donc ici, c'est une ligne blanche continue qui indique qu'on circule sur une route à sens unique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, j'allume mes feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de route. Alors ici, comme vous le voyez, il y a du brouillard. Donc ici, j'allume mes feux de brouillard. Surtout, je n'allume pas mes feux de route car je risque d'éblouir les autres usagers de la route. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Se déplacer en tramway. Réponse A. Augmente la pollution atmosphérique et sonore. Réponse B. Participe à l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, c'est quoi? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, les transports en commun, comme le tramway, c'est aussi utiliser l'écopartage ou alors le covoiturage. Donc, ici, se déplacer en tramway va participer à l'écomobilité, et ça va réduire la pollution atmosphérique et sonore. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14.
À cette intersection, je dois marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. La rue dans laquelle je roule est à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, on arrive à cette intersection où on a un stop avec un marquage au sol qui indique un stop et une signalisation verticale qui indique le stop. Donc, je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne blanche. Ensuite, est-ce que je roule sur une rue à sens unique? Eh bien oui. Et comment on le sait? Il y a plusieurs indices qui nous montrent qu'on roule sur une rue à sens unique. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez que la ligne blanche prend toute la largeur de notre rue, ce qui montre qu'on est dans un sens unique. En plus, on a deux panneaux stop, un à droite, un à gauche, qui nous montrent bien qu'on est dans un sens unique. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 15. Si la voiture avance jusqu'au céder le passage, le camion pourra tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans un autre test. Ici, on va parler de rayon de braquage. Donc un camion, de par sa longueur, aura toujours un rayon de braquage plus grand que celui d'une voiture. Dans ce cas-là, si la voiture s'était avancée jusqu'au pointillé du céder le passage, le camion ne pourrait pas tourner correctement. Il le toucherait, tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. En tant que conducteur, je perçois tout ce qu'il se passe autour du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là, on en vient au champ de vision d'un conducteur placé dans un véhicule. Alors, déjà, tu dois savoir que le champ de vision binoculaire d'un être humain est de 120 degrés. Hein, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas de 180 degrés, mais il est bien de 120 degrés, à l'arrêt, lorsqu'il regarde tout droit. Hein, parce qu'effectivement, le champ de vision se rétrécit avec la vitesse. Mais à l'arrêt, il est de 120 degrés. Alors, là, ce que tu vois donc en vert, c'est le champ de vision avant. Alors, c'est pas totalement ça, parce que vous voyez, il y a des traverses dans l'habitacle, à gauche et à droite, qui vont obstruer le champ de vision avant. Voilà, donc ça va constituer des angles morts, on va dire avant, gauche et droite. Alors, à l'arrière, derrière les 120 degrés, normalement, il ne voit rien. Cependant, on a des éléments qui vont nous permettre, en fait, d'agrandir notre champ de vision de manière, on va dire, artificielle, grâce au rétroviseur, c'est-à-dire grâce au miroir. Alors, on va tout d'abord avoir le rétroviseur intérieur, qui va, lui, augmenter notre champ de vision arrière de cette manière. Ensuite, on va avoir le rétro gauche et le rétro droit. Alors, par contre, on va avoir, si vous regardez bien, il reste des angles morts à gauche et à droite. Donc là, que j'ai mis en rouge. Donc, on voit bien que dans un véhicule, un conducteur ne peut pas tout percevoir de ce qui se passe autour de son véhicule. Donc,
La bonne réponse, ici, va être la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Je pars pour un long trajet. Je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me fixe une heure d'arrivée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, encore une fois, une question qui est souvent posée lors des examens du code de la route. Alors, écoutez bien. Lors d'un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire et ne jamais se fixer d'heure d'arrivée. Il ne faut pas se fixer d'heure d'arrivée. Pourquoi ? Encore une fois, parce que ça va créer de l'anxiété, de l'énervement qui vont accroître les effets de fatigue et donc augmenter les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 18. Je suis responsable si un cycliste percute ma portière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsque vous êtes à l'arrêt ou en stationnement et que vous ouvrez votre portière, ou qu'un usager dans votre véhicule ouvre sa portière, vous êtes tenu d'assurer la sécurité des autres usagers de la route avant de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez et que vous causez un accident, que ce soit un accident avec dommages matériels ou corporels, vous serez tenu responsable dans la majorité des cas. Donc ici, est-ce que je suis responsable si un cycliste percute ma portière ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. La ceinture de sécurité est facultative dans un véhicule de particulier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la ceinture de sécurité dans un véhicule pour particulier est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Alors, cependant, il y a des exceptions. Vous pouvez être exempté du port de la ceinture de sécurité pour plusieurs raisons. Par exemple, si vous avez un certificat médical. Alors attention, c'est pas un certificat médical que vous allez chercher chez le médecin de ville. C'est un certificat médical en fait qui est agréé par la préfecture. Vous pouvez être aussi exempté si vous conduisez un véhicule d'intérêt général, si vous conduisez par exemple un taxi ou si vous conduisez
par exemple des véhicules qui effectuent des livraisons en porte-à-porte. Voilà, donc il y a des exceptions, hein, mais ça concerne surtout les entreprises privées, hein, par exemple les taxis ou autres. Mais sinon, lorsqu'on est dans une voiture de particulier, le port de la voiture est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Hors exemption médicale par un médecin agréé par la préfecture. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. L'utilisation du téléphone au volant constitue une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'utilisation du téléphone au volant est une infraction. Elle constitue une contravention de 4e classe qui est punie par un retrait de 3 points et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Je peux redémarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme tu peux le voir ici, les feux continuent de clignoter. Donc, je dois m'arrêter, je pourrai repartir lorsque les feux cesseront de clignoter. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, surtout, n'oublie pas, lors d'un accident, on doit respecter donc, la règle du PAS, du PAS, c'est-à-dire tout d'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ça, c'est vraiment du cours, tu dois le connaître vraiment par cœur. Je te conseille vivement de te former pour justement pas te tromper sur des questions basiques de cours. Une fois qu'on a protégé les lieux, donc on doit alerter les secours. Donc alerter les secours, qu'est-ce qu'on leur dit quand on les a au téléphone? Déjà, tu dois leur donner le nombre de victimes. Ensuite, le type de victime. Par exemple, si c'est des motards, si c'est des cyclistes, ou si c'est des personnes dans leur voiture. Ensuite, leur dire si elles sont conscientes ou inconscientes. Très important. Si elles respirent ou non. Si elles ont des hémorragies aussi ou non. Donc voilà, c'est quoi alerter. Donc ici, à la question, lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. La réponse est oui. Question numéro 23. Tous les médicaments sont autorisés pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, il faut savoir qu'à l'arrière des boîtes de médicaments, il y a des pictogrammes. Alors, tout d'abord, il y a le pictogramme de niveau 1 qui est de couleur jaune. Celui-ci indique en fait que la conduite est possible. Mais il faut quand même que vous fassiez attention en cas de somnolence et de vertige. Ensuite, vous avez les pictogrammes de niveau 2 qui eux sont de couleur orange. Alors là, pour le coup, avant de conduire, il faut en parler avec votre médecin, votre pharmacien, enfin bref, un professionnel de santé pour savoir si vous êtes apte ou pas. Alors après, il y a le niveau 3. Alors le niveau 3, c'est le pictogramme de couleur rouge. Dans ce cas-là, il est interdit de conduire si vous prenez ce type de médicament. Donc, d'ailleurs, pour reprendre la conduite, il est obligatoire d'arrêter de prendre ces médicaments. Donc ici, à la question, est-ce que tous les médicaments sont autorisés pour la conduite ? La réponse est non. Question numéro 24. Question numéro 33. Le risque principal se situe en A, réponse A, en B, réponse B, en C, réponse C. Alors ici c'est évident. Le risque le plus proche, c'est le piéton qui est en train de traverser la rue. Donc le risque principal se situe en A. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 25. Ce panneau indique réponse A, un danger. Réponse B, une priorité à droite. Réponse C, une intersection. Réponse D, une priorité ponctuelle. Alors, tout d'abord, ce panneau, c'est un panneau triangulaire sur fond blanc avec un liseré rouge. C'est donc un panneau de danger. Alors, ce panneau de danger, il indique quoi ? Il indique que vous avez la priorité à la prochaine intersection. Il indique donc qu'il va y avoir une intersection. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 26. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve réponse A en A, réponse B en B. Le niveau se vérifie sur un sol. En pente, réponse C. Plat, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours, hein. Donc, si vous avez fait une erreur dans cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation que vous trouverez en description pour en savoir plus sur les équipements du véhicule. Attention, les questions sur les équipements du véhicule, il y en a à peu près 3 par série d'examens avec la nouvelle réforme. Alors, ici, c'est très simple. Donc le liquide de refroidissement se trouve en B, le bouchon noir, et le bouchon bleu, représente le bouchon du réservoir du lave-vitre. Alors, le niveau se vérifie toujours sur un sol à plat. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses B et D.
Question numéro 27. Je suis bien placé pour aller à Nantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, non. Pour aller à Nantes, il faut que, comme le montre le panneau d'indication qu'il y a au-dessus, il faut que tu sois placé sur les deux voies qui sont à ta gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. La voiture bleue est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors, je vous incite fortement à aller dans la formation pour savoir quels sont ces 4 stationnements interdits et leur signification. Aujourd'hui, nous, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, la voiture bleue est garée sur un trottoir. Donc, se garer sur un trottoir constitue donc une infraction de stationnement très gênant. Donc ça, c'est 135 euros, 135 euros d'amende. Donc ça, c'est une infraction de classe 4. Également, donc certes, il est garé sur un trottoir, donc stationnement très gênant. Mais en plus de ça, regardez bien, il y a un passage piéton. Et sachez qu'il est interdit de se garer à moins de 5 mètres avant un passage piéton. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça constitue également un stationnement très gênant. C'est-à-dire que là, si un policier veut verbaliser, il va pas seulement verbaliser pour le fait que vous soyez dans un trottoir. Il va également verbaliser pour le fait que vous soyez 5 mètres avant un passage piéton. Donc là, c'est 2 amendes de 135 euros. 2 amendes. Donc ici, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. La voiture bleue est très mal garée. Question numéro 29. Dans ce contexte, réponse A, je m'arrête juste derrière le bus. Réponse B, je m'arrête avant le passage piéton. Ici, vous voyez bien que si vous vous arrêtez juste derrière le bus, vous allez devoir vous arrêter à un passage piéton. Or, il est totalement interdit de s'arrêter et de stationner à un passage piéton, même quand il y a de la circulation. C'est un refus de priorité, donc c'est 6 points en moins, 135 euros d'amende. Donc ici, bien sûr, je m'arrête avant le passage piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors là, franchement, vous avez de la chance parce que ça fait deux questions très faciles, très faciles d'affilée. Alors ici, c'est évident. On a un passage piéton non protégé. En plus de ça, regardez à gauche, il y a un piéton qui est déjà engagé, donc qui est sur la voie. Donc il est automatiquement prioritaire. Mais de toute façon, dans tous les cas, passage piéton, je laisse la priorité au piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 31. Je viens d'avoir mon permis en conduite accompagné, dite apprentissage anticipé de la conduite. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Alors, c'est une très bonne question parce que vous faites souvent des erreurs. Alors, pour avoir son permis, il y a deux grands moyens. Tout d'abord, vous avez le permis normal, hein, que vous obtenez en allant dans une auto-école et en prenant des leçons de conduite avec un moniteur auto-école. Et puis, vous avez la deuxième solution, qui est la conduite accompagnée. Cependant, la conduite accompagnée, c'est juste une méthode pour avoir son permis. Parce qu'il existe plusieurs types de conduite accompagnée. Il existe la conduite accompagnée dite supervisée. Avec ce type d'apprentissage, la période probatoire est de 3 ans. Ensuite, vous avez la conduite accompagnée dite encadrée. Et pour ce type de conduite accompagnée, la période probatoire est également de 3 ans. Et enfin, vous avez la conduite accompagnée dite AAC ou apprentissage anticipé de la conduite. Et via cette méthode, votre probatoire est réduit à 2 ans. C'est ce que les gens appellent communément conduite accompagnée. Mais c'est faux, c'est un terme un peu galvaudé. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage anticipé de la conduite. Donc, pour répondre à la question, si j'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite AAC ou apprentissage anticipé de la conduite, alors ma période probatoire est de 2 ans. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Ces véhicules sont bien stationnés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on peut voir que les véhicules sont plutôt mal stationnés, car effectivement, le passager arrière gauche de la voiture de droite ne peut même pas sortir de son stationnement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. À bord du véhicule, le compteur kilométrique est réponse A, facultatif, réponse B, obligatoire. Alors effectivement, le compteur kilométrique est obligatoire à bord d'un véhicule et il faut qu'il soit en état de marche. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 3e classe et une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 34. Je désactive le régulateur de vitesse en appuyant sur la pédale de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, tout d'abord, comment fonctionne un régulateur de vitesse ? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. L'éco-conduite permet de réduire la consommation en carburant. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'éco-conduite, c'est quoi ? L'éco-conduite, c'est mettre en place des manières de conduire qui soient respectueuses de l'environnement. Alors, ça se réduit à quoi ? Ça se réduit à des manières de conduire. Par exemple, alléger le véhicule, préparer son itinéraire, vérifier la pression des pneus, rouler moins vite, limiter la climatisation. Voilà, c'est comment est-ce que tu conduis ? Quels sont ton comportement de conduite et tes habitudes de conduite ? Donc effectivement, l'éco-conduite va permettre de réduire la consommation en carburant. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Je ralentis. Réponse A, pour contrer la force centrifuge. Réponse B, pour garder le contrôle du véhicule. Réponse C, pour respecter les panneaux uniquement. Alors là, on rentre dans une trajectoire courbe. Donc effectivement, on va ralentir pour contrer la force centrifuge afin de garder le contrôle du véhicule et pas seulement pour respecter les panneaux.
Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 37. Lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui va se passer précisément durant un contrôle technique? Eh bien, l'opérateur, il va vérifier à peu près une centaine de points. Ces points, ils sont regroupés en catégories. Par exemple, comme tu le vois ici, il y a la catégorie concernant la visibilité, la catégorie concernant la direction, la catégorie concernant l'identification du véhicule et parmi tant d'autres, il y a la catégorie qui concerne les équipements de freinage. Alors, comment ça va se passer exactement? À l'issue de ce contrôle, l'opérateur, il va te transmettre donc ce qu'on appelle un procès-verbal de contrôle technique. Donc, comme tu le vois, alors ça, c'est un procès-verbal de contrôle technique réel. Et comme tu le vois à droite, dans l'encart de droite, il va répertorier les défaillances selon des catégories également. Tu as les défaillances majeures, mineures et critiques. Alors, si tu n'as que des défaillances mineures, alors le résultat de ton contrôle technique sera favorable. Et il viendra coller un timbre sur ton certificat d'immatriculation avec la lettre A. Donc tu reviendras dans 2 ans pour ton prochain contrôle technique. S'il y a des défaillances majeures, alors le résultat du contrôle sera défavorable. Une contre-visite sera obligatoire et tu auras 2 mois pour faire les travaux nécessaires pour lever ces défaillances. Et il apposera sur ta carte d'immatriculation un petit timbre avec la lettre S cette fois-ci. Alors, finalement, si tu as des défaillances critiques, alors là, ça va pas être pareil. Donc, le résultat du contrôle sera défavorable. Par contre, tu ne pourras pas utiliser ta voiture à partir de minuit le jour du contrôle. Donc, il y aura une contre-visite obligatoire dans les 2 mois et il apposera un timbre sur ta carte d'immatriculation avec la lettre R. Alors, pour répondre à la question, lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans ce cas-là, on a un bus à droite. Donc, il peut y avoir des gens qui viennent de descendre du bus et qui s'apprêtent à traverser la rue et que vous ne voyez pas. Donc, toujours, lorsqu'on a un bus à sa droite arrêté et qu'on le dépasse, on ralentit. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait,
alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 39. Ce panneau indique un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. Oui, réponse A, non, réponse B. Eh ben oui, ce panneau indique bien un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. À ne pas confondre avec le panneau d'écopartage. Pour connaître la différence entre l'écopartage et le covoiturage, je vous incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Les bus ne sont pas prioritaires lorsqu'ils quittent un arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça, c'est une spécificité que vous devez connaître. De toute façon, ça va revenir très souvent dans les questions, vous allez voir. Alors, c'est une spécificité. Effectivement, lorsqu'un bus quitte un arrêt de bus, il est prioritaire, même s'il n'est pas sur sa voie. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications.
Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.